Monsieur le Président du Conseil Général qui m'a chargé de vous indiquer qu'il ne pourrait pas être parmi nous cet après-midi, ainsi que les maires de Nîmes et du Tablier. Voilà, je salue aussi Monsieur le Curé, ainsi que tous les gens de l'Arby qui ont bien voulu nous aider à préparer cet après-midi. Alors, comment va se dérouler cet après-midi? De manière fort simple, une petite conférence que je vais tâcher de ne pas faire trop éterniser. Ensuite, nous nous dirigerons vers un petit chemin qui s'appelle le chemin du paradis. C'est un lieu bien nommé, allais-je dire. C'est un lieu où des Chaysers et des Saint-Florentais ont été massacrés le 28 mars 1794. Nous irons, en présence de nos maires, inaugurer une petite plaque commémorative et explicative de ce qui s'est passé dans ce chemin. C'est au bord de Lyon, vous verrez, l'endroit est tout à fait charmant. Une dame me dit, c'est là où, m'a dit récemment, c'est là où j'ai eu mon premier baiser, et c'est là aussi, mon premier baiser d'amour, m'a-t-on dit. Eh bien, c'est un endroit aussi où la colonne infernale du capitaine Goy Martinière est passée le 28 mars 1794. Alors, bien sûr, je vais prendre une petite précaution au départ, dès le début, puisque discuter, converser sur les guerres de Vendée est un exercice qui n'est pas forcément aisé, en la mesure où vous savez bien que certaines blessures sont longues à cicatriser et que même si, je crois, la Vendée est rentrée dans l'ère du pardon, il peut encore y avoir des dissonances et des différentes appréciations. Alors ce que je vais vous demander, c'est d'attendre bien la fin de la conférence, d'écouter l'ensemble de l'exposé avant de vous dire, voilà, il est tenant de tel parti ou il privilégie tel autre. Je vais essayer d'envisager la chose de manière sereine, de manière chronologique. Je ne dis pas que je serai toujours impartial, parce que, ma foi, j'ai bien aussi des opinions, mais je lutterai contre moi-même pour essayer d'être objectif jusqu'à la fin. Et puis, forcément, brosser la période révolutionnaire avec le souhait de partir de l'histoire nationale pour venir jusqu'au plus profond de notre Vendée, ici, au bord de la rivière de Lyon, eh bien, naturellement, j'omettrai volontairement ou involontairement un certain nombre de points, d'éléments chronologiques, car sinon nous resterions ici peut-être jusqu'au petit matin, et je crois que certains n'apprécieraient pas nécessairement. Alors, parler de la Révolution, ici, en Vendée, vous savez que c'est un point névralgique de la période révolutionnaire. Et on va retrouver sur le plan local, eh bien, les secousses de ce qui se passe à Paris, de ce qui se passe dans les grandes villes. Je ne peux pas commencer cette conférence sans avoir une pensée purement chronologique pour Marie-Antoinette de France, qui, vous le savez, a été guillotinée le 16 octobre 1793. C'est quasiment il y a 221 ans. On fêtera cet anniversaire vendredi. Alors on va partir de ce départ de Marie-Antoinette. Vous savez, à 4h30 le 16 octobre, le tribunal l'a condamnée à mort. Il est donc 4h30 du matin. Marie-Antoinette a un livre de chevet sur lequel elle écrit, c'est le jour des Providences, ça s'appelle ce livre. Eh bien, elle écrit sur ce livre, « Ah, tout est fini, mon Dieu, mes pauvres enfants, je n'ai plus de larmes, tout est fini. » Et la voici qui regagne sa cellule dans cette sinistre prison du Temple. Alors, je me suis permis de vous apporter des gravures du XVIIIe siècle que je vais faire passer dans la salle pour que vous voyez ce qu'était cette fameuse tour du Temple. Vous voyez, la gravure est du XVIIIe et elle est intitulée « Vue du palais du Temple aux chevaliers de Malte ». Alors c'était une très grande tour. Lorsque vous visionnez un film sur la période révolutionnaire, il y a des gens certainement qui avec des ordinateurs nous la reconstituent. Ici c'est la gravure. C'est une prison sinistre, aménagée pour la famille royale. Louis XVI est parti le 21 janvier 1793 pour l'échafaud. Il reste Louis XVII,
Madame Royale, la sœur du roi, et puis la reine. Elles sont là, dans cette prison. Vous savez que Louis XVII aura un sort assez funeste, puisqu'il sera confié à un cordonnier, un dénommé Samson, et que ce monsieur cordonnier sera chargé de son éducation entre guillemets révolutionnaire. Alors Marie-Antoinette est là, dans cette prison, à 10 heures, les représentants de la Convention rentrent dans sa chambre, lui disent « Voilà, vous avez été condamné », on lui relit l'arrêt, et puis, eh bien, cela va être le départ vers la place et la traversée de Paris. On ne lui fait pas les honneurs, on ne lui réserve pas le sort qu'a eu Louis XVI. Louis XVI avait eu la chance d'être dans un carrosse avec des vitres fermées. Marie-Antoinette n'aura pas cet avantage. Elle sera ligotée dans une charrette et elle va traverser toutes les rues de Paris en plein air. Elle se fait conspuer, insulter, la violence est extrême. Cette femme arrive à l'échafaud. Vous savez, on dit qu'elle a perdu un soulier, qu'elle a heurté Charles-Henri, alors j'ai oublié le nom, tiens, ben voilà, c'est la première heure de la soirée, de l'après-midi. Samson. Samson, voilà, j'ai confondu avec le cordonnier. Samson, c'est le bourreau. Alors, c'est le fils de celui qui avait guillotiné Louis XVI. Elle lui aurait marché sur le pied, et ses derniers mots à Marie-Antoinette, c'est de dire « Je ne l'ai pas fait exprès, excusez-moi ». Alors, nous en sommes là. Il ne reste plus que l'enfant du temps, le fameux Louis XVII, et sa mort, qui, vous savez, sera source de tant de mystères et de combats entre les historiens et les tenants de cette mort, ou de cette non-mort. Et toujours est-il que vous voyez qu'une page s'est tournée. Alors revenons au départ, revenons au début. Qu'est-ce que c'est que cette Révolution française? Qu'est-ce que c'est que cette Révolution française? Comment faut-il le voir? Comment doit-on apprécier de manière très schématique ce qu'est cette Révolution française? On pourrait prendre le point de vue de certains historiens. Certains historiens se sont allés jusqu'à dire oui, ben, finalement, la Révolution française, c'est une bagarre de nantis, une rixe entre des nantis, entre les tenants d'un ancien système, le système féodal, tenu par l'aristocratie, et puis, eh bien, les bourgeois, qui, parce que tout au long du XVIIIe siècle, eh bien, la situation, la richesse de la France, la richesse matérielle n'a cessé de s'accroître. C'est Edgar Faure qui dit ça, eh bien c'est vrai. On avait accumulé tout au long du XVIIIe tellement de richesses que cela avait permis à la classe bourgeoise de monter, de prendre un pouvoir économique non négligeable, et que cela s'était fait, dit Edgar Faure, au détriment des plus pauvres. Voilà. Et on peut regarder la Révolution française dès lors sous deux angles. L'angle économique ou l'angle, un peu comme Michelet. Michelet écrit que la Révolution française n'avait rien à voir avec les intérêts. C'est un mouvement du peuple qui va se soulever pour sa liberté. Et puis on peut regarder, eh bien, de manière plus simple ce qui se passe sur le plan économique. Vous savez, en juin 1789, où les États généraux se sont ouverts le 5 mai, vous savez que est à la tête de l'État, à côté de Louis XVI, un homme qui s'appelle Necker. Et ce Necker est un banquier qui, à la fois, exerce l'équivalent de la mission de M. Macron aujourd'hui, et est aussi banquier de l'État. Et il y a une originalité avec ce M. Necker, c'est qu'il prête de l'argent à l'État, avec cette casquette généreuse de banquier suisse. Il suffit de demander et vous aurez. Mais il prête à 14%, M. Necker. À 14%. Alors, regardez notre État, lui-même très en difficulté actuellement au niveau de sa dette. Regardez quels sont les montants des taux d'intérêt aujourd'hui. Vous verrez que Necker avait des mains un peu partout. Ils étaient en conflit d'intérêts manifeste et évident. Et ce Necker, eh bien, n'ignore rien de la situation des petites gens à Paris, mais également en province. Et il faut bien regarder ça parce que un travailleur, en juin 1789, eh bien, gagne 20 sols par jour. 20 sols. Or, la miche de pain est déjà à 16 sols. Et
on a, c'est-à-dire, et on ne travaille pas tous les jours, il y a le dimanche, hein, c'est le repos dominical, donc on ne gagne pas cette journée-là, il ne faut pas être malade, il y a les jours fériés, enfin le 14 juillet, il n'existe pas encore, hein, mais effectivement, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Alors il y a déjà des émeutes, des soulèvements avant les États généraux. Il y en a une dans le quartier Saint-Antoine, à Paris, une affaire avec un magasin de papier peint qui s'appelle Réveillon, et on a déjà donné la troupe contre le peuple. Il y a à peu près plus d'une centaine de morts sur cette émeute Réveillon. Et dans certaines grandes villes, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a faim. Et pourquoi a-t-on faim? Parce qu'on affame le peuple. On l'affame à un moment qui est politiquement crucial, c'est celui des États généraux, et la tentative ici de subversion, c'est de parvenir à défaire progressivement l'autorité royale dans cette notion de pouvoir royal absolu pour passer à ce qui serait une monarchie constitutionnelle. Et vous avez tout un parti qui est là, qui sont les monarchiens. Hein, c'est pas un gros mot, hein, c'est comme ça qu'on doit les appeler. Et alors vous avez des hommes comme Mirabeau. Alors on fait la grande histoire, mais on va revenir à Chaillet, ne vous inquiétez pas, hein, et puis à Saint-Florent, et à Némy aussi. Ces hommes, alors il y a Mirabeau, si vous pouvez faire passer, Mirabeau s'est rendu célèbre au mois de juin avec une phrase: le roi veut empêcher la tenue de l'Assemblée nationale après le serment du jeu de paume, et Mirabeau est resté célèbre, très célèbre pour cette phrase: nous sommes ici par la volonté du peuple, nous sortirons que par la force des baïonnettes. Voilà. Eh bien, ce Mirabeau-là, qui est un tenant de la monarchie constitutionnelle, est aussi un horrible vendu. Il ne faut pas oublier que M. Lamarck, qui est un secrétaire de Louis XVI, a été, parce que ce Mirabeau est un homme de mauvaise vie, hein, il mourra d'ailleurs entre deux prostituées dans son lit à Paris, et on a donné, pour que Mirabeau aille dans le sens d'une monarchie constitutionnelle, 1 million de l'époque. C'est une somme considérable, et Mirabeau va être une sorte d'agent qui va aller dans tous les sens et qui va en appâter d'autres, comme M. Danton par exemple. On apprendra aussi qu'on a donné 30 000 € à Danton pour qu'il défende un peu les intérêts de la reine et du roi, et surtout de la reine. Alors, on va avoir donc dans la Révolution plusieurs périodes. Une première période qui consiste tout simplement à renverser le système royal, monarchie absolue, pour mettre en place un système d'affaires, d'hommes qui ont comme idée de privilégier la protection de la propriété, et vous le verrez, hein, si je vous ai donné une chronologie qui est particulièrement soporifique. Hein. Donc, mais elle permet, si vous voulez, d'avoir quelques repères et de s'y retrouver. Et si on regarde très attentivement cette chronologie, on sent bien qu'il y a des mouvements économiques d'aller et de repli. Alors, le 14 juillet, ce mouvement doit être regardé de très près. Vous savez qu'on reproche à Louis XVI d'avoir écrit sur son cahier intime, son livre intime, mais il avait un livre où il expliquait, il écrivait ce qu'il avait lu à la chasse chaque jour, et cette journée-là, il avait lu rien. On va le réveiller dans la nuit et on lui dit, voilà, ils ont pris la Bastille. Cette prise de la Bastille, elle correspond à quoi? Elle n'est pas innocente, contrairement à ce qu'on peut, de prime abord, supputer, ou qu'on a même pu apprendre à l'école. Cette prise de la Bastille résulte tout simplement d'une volonté d'armer le peuple. Il y a des gens, des puissants, et on retrouve des hommes banquiers, qui vont permettre que l'on arme le peuple. Dans un contexte où on est sur une pénurie de famine, avec une inflation des prix alimentaires qui est phénoménale. Et on va voir quelque chose de très surprenant dès le 15 juillet, c'est-à-dire le lendemain de la prise de la Bastille. Qu'est-ce que l'on va voir? On va voir les autorités municipales de Paris racheter les fusils qui ont été donnés gratuitement la veille, l'avant-veille, ou quelques jours avant le 14 juillet. Et on achète à l'époque ce fusil qui a été donné gratuitement 40 sous. 40 sous. C'est une somme énorme. Ça vaut 2 francs. C'est énorme. C'est une somme très très importante. Et alors, on se dit, qu'est-ce
que c'est que ces gens qu'on a armés, maintenant que Necker revient, parce que Necker, à un moment donné, on n'en voulait plus, maintenant que Necker revient et que finalement on va stabiliser le pouvoir économique et le pouvoir politique dans le sens de la bourgeoisie, on rachète les fusils. Il ne faudrait pas que ça aille trop. Ça, c'est un mouvement qui va continuer jusqu'à ce qu'on nationalise les biens de l'Église. Il y a une petite date, là, c'est 2 novembre 1789, c'est finalement peut-être la date la plus importante de toute cette chronologie sur le plan économique. 2 novembre 1989, nationalisation des biens du clergé. Vous noterez d'ailleurs que le 30 octobre, on a libéralisé l'usure. C'est quand même assez surprenant. D'ailleurs qu'on peut faire des taux usuraires, ce qui n'était pas permis avant, parce que l'Église l'interdisait notamment. Le 21 octobre, précédemment, on a institué la loi martiale. C'est quand même pas qu'on est en toute confiance. Hein, on se méfie quand même. Et ce 2 novembre, jour de nationalisation des biens du clergé, est capital. Car si on a réuni les États généraux, c'est uniquement parce que on n'a plus d'argent, on est en banqueroute, et que l'État consacre la moitié des dépenses publiques à rembourser la dette. La moitié des dépenses publiques du budget, c'est le remboursement de la dette. Alors, ça pourrait rappeler certaines situations, enfin, nous ne sommes pas là pour en parler. Le 2 novembre, comme il faut trouver des solutions pour boucher ce trou béant, ce trou de la dette, cette faillite de l'État, on se dit, qui pourrait-on passer bien de l'Église, parfait. Et on va vivre à crédit en vendant pour 3 milliards d'euros, pas d'euros, pour 3 milliards, on va vendre les biens de l'Église qui vont permettre effectivement de ressourcer les finances de l'État et de vivre à crédit en ayant vendu le bien d'autrui, ça s'appelle une nationalisation. Eh bien, on vit très bien, comme ça, pendant une année, jusqu'à un moment où on s'aperçoit que l'argent va monter, va manquer. Et c'est la deuxième phase de la Révolution. C'est la deuxième phase de la Révolution. Alors, ici, sur place, les gens ne sont pas contre la Révolution. Les nouvelles idées, comme on dit à l'époque, eh bien, sont favorablement accueillies. Il y a des gens ici, à Chaillé, je pense notamment à un propriétaire terrien qui s'appelle Victor Alain Allaire, et ce monsieur va faire parler de lui, qui est un gros propriétaire du bourg de Chaillé. Eh bien, cet homme, qui a des vignes, qui a des champs, qui a des terres, eh bien, cet homme est tout acquis à la Révolution, et aux idées de la Révolution. Et il est dans le bourg. Et le bourg de Chaillé va toujours rester, d'ailleurs, plutôt empreint des idées nouvelles, des idées révolutionnaires. Ce qui n'est pas le cas des hameaux. On va en reparler tout à l'heure. Tous les petits hameaux qui sont autour de Chaillé, alors pour Saint-Florent c'est la même chose, eux sont plus réservés. Ces gens, pourquoi sont-ils intéressés? Parce qu'ils se disent que nous avons de l'argent. Puisqu'il y a des biens à vendre, qu'on va appeler les biens nationaux, mais ce ne sont pas des biens nationaux, ce sont en fait la plupart du temps les biens du clergé, qui sont donc nationalisés. On va pouvoir racheter. Et on va voir d'ailleurs des carrières fulgurantes. Des propriétaires qui vont accroître leur patrimoine de manière remarquable. On va en citer un certain Georges Danton. Georges Danton, qui va être un personnage très très important à partir de 1792, puisqu'il va devenir ministre de la Justice au mois d'août 1792, et que c'est lui qui ne va pas intervenir pendant les massacres de septembre. À partir du 2 septembre, on massacre à Paris, on rentre dans les prisons et on massacre grosso modo tout ce qui est royaliste ou opposant politique. Et c'est un bain de sang. C'est un bain de sang pendant plusieurs jours. Desmoulins, même Camille Desmoulins, qui est proche de Danton, va lui dire: mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu es ministre. Bouge pas. Danton dit: pas, moi, je n'ai même plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Si j'envoie la troupe, ça sera son excuse, si j'envoie la troupe, elle va fraterniser avec les gens qui massacrent. Ce Danton, on dit de lui, quand on regarde les historiens, on dit de lui qu'il finalement, il est pour la Révolution, mais ce n'est pas un homme comme Robespierre. C'est-à-dire que Robespierre aura des déclarations très tôt qui ont un sens politique. Danton est un homme qui n'a pas forcément d'idées économiques, pas d'idées politiques, vraiment éclairées. Il suit un mouvement révolutionnaire, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il va énormément s'enrichir. Il va s'enrichir, il va, à partir de 1792,
se livrer à un ensemble d'opérations d'achat immobilier. Et puis il va aussi se lancer dans le commerce des fournitures militaires. On ne se rend pas compte aujourd'hui ce qu'est ce commerce des fournitures militaires. Pendant tout un moment, Danton ne se préoccupe presque plus de politique française, c'est pas son souci. Comme les Français ont envahi la Belgique, sont à Bruxelles, il va vendre des chaussures, des semelles de chaussures pour les hommes, etc. Et il ramène des... On va l'arrêter à un moment donné, et puis il est là avec des fourgons qui sont remplis de marchandises. C'est un homme qui va commercer, qui va s'enrichir. Il y en a un qui est complètement différent, mais qui à l'époque n'est pas aimé, hein. C'est Maximilien de Robespierre. Qui va par contre nous intéresser, puisqu'on dit de lui que c'est celui qui a le plus de sang sur les mains. Je vous dis bien, Danton aussi, on a du sang, hein. Allons pas innocenter Danton, c'est un homme qui dégouline lui aussi le sang. Robespierre n'est pas du tout de la même trempe. Je vais vous dire, dès 1788, quand Robespierre se présente pour être représentant du tiers-état, la plus grande, voici ce que dit Robespierre, c'est très intéressant, parce que cette idée, Robespierre n'est pas le premier socialiste, ça n'est pas un collectiviste non plus. Hein. Ce sont des idées qui viendront après, plutôt avec Gracchus Babeuf, des choses comme ça. Robespierre, c'est pas ça. Robespierre dit en 1788, la plus grande partie de nos concitoyens, et ça va expliquer ce que va être son action, la plus grande partie de nos concitoyens est réduite à l'indigence, à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Et ça, c'est Robespierre. Et comme c'est une guerre économique, cette révolution, eh bien Robespierre, pendant tout 1792, sera un homme à éviter. Hein, on a Madame de Staël qui le décrit, elle dit voilà, il était verdâtre, c'était un homme repoussant. Il est repoussant parce qu'il est le tenant d'une position économique et politique qui est favorable à la plèbe, au petit peuple. Et que les feuillants, les girondins, c'est la propriété. Et cette propriété, pour la conserver, il faut absolument avoir des finances saines de l'État. Et si on n'arrive plus à avoir ces finances saines, vu qu'on a piqué, entre guillemets, les biens de l'Église, mais que les biens de l'Église étant fongibles comme toute autre chose, et bien à un moment donné, ça se tarit, il n'y a plus rien, et on se retrouve en crise de nouveau. La famine revient, on n'a plus d'argent, il n'y a plus rien dans les caisses de l'État, on a tellement dilapidé ce qui appartenait à autrui, c'est toujours plus facile à vendre, vous savez. Et c'est pour ça qu'on va inventer une histoire de guerre. Et une guerre qui va durer très longtemps. Cette guerre qui va être débutée, alors qui va correspondre, on va dire, à une conjonction d'intérêts entre la famille royale, qui est toujours là, mais dans un format constitutionnel, donc avec un roi qui a un pouvoir de veto, mais qui est un roi qui, également, est très contraint, et qui ne l'accepte pas, et qui fait semblant publiquement. Hein, on le verra notamment à la fête de la Fédération. On essaiera de voir ce grand mouvement d'unité nationale. C'est le 14 juillet qui suit la prise de la Bastille. Donc là, on amène de la terre à tous les départements et on fait une semblant d'unité. Hein, la République une et indivisible. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que un petit peu plus tard, il y aura aussi au Champ de Mars différents problèmes. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on va faire une guerre, disais-je, et cette guerre, elle ne s'arrêtera que le 18 juin 1815, vous savez, ce jour funeste où 60 000 Français sont morts dans la plaine de Waterloo. C'est une guerre de 23 ans qui va commencer. Et cette guerre, c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte, le Directoire, sont les continuateurs d'une guerre qui est initiée à la fois par la famille royale, parce que Marie-Antoinette et le roi se disent « Mais oui, que les Autrichiens, les Prussiens nous envahissent, qu'ils nous tombent dessus, et enfin, nous pourrons être libérés de cette plèbe et nous pourrons être libérés de Paris. » Et les Girondins, quel est leur intérêt? S'ils n'ont plus d'argent, que faut-il faire? Ben, naturellement, il faut faire une guerre, car la guerre permet de s'enrichir. Alors on a... ce qu'il y a de bien à l'époque, c'est qu'on note tout. On commence à le publier au journal officiel, alors c'est particulièrement intéressant, on n'a pas de doute sur ce qui peut être pensé. Alors je peux vous donner un exemple. Le 14 décembre 1791, il y a un ministre qui s'appelle Narbonne, il est ministre de la guerre. On se dit, ce gars-là ne peut s'occuper que des affaires de guerre. Mais non, il s'occupe principalement des affaires économiques. Il va nous dire, il le dit à l'Assemblée, hein, il faut faire la guerre.
Le sort des créanciers de l'État en dépend. C'est pas moi qui le dis, c'est au journal officiel. Le sort des créanciers de l'État en dépend. Brissot, qui est un Girondin, 29 décembre. Alors c'est une période où on se taquine, on se froisse, parce que est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on n'y va pas? C'est qu'est-ce qui est intéressant dans cette guerre? Bien sûr, il y a la Belgique, mais il y a aussi, plus au nord, les Pays-Bas autrichiens. Et alors on se dit, mais ça serait bien de récupérer tout ça, parce que ce sont des provinces qui, ma foi, sont bien riches. On pourrait piller ça copieusement. On ramènerait tout ça dans des fourgons, et puis peut-être un petit peu de monnaie, d'or, et ça nous permettrait d'arranger nos affaires. Ils sont comptés que ces hommes politiques de l'époque réfléchissent comme nos hommes politiques à nous, vous savez, actuellement. Ils se disent, est-ce que personnellement, je n'y trouverais peut-être pas un petit intérêt personnel? Et des gens comme Danton, on va bien le voir, vont s'improviser fournisseurs, ils vont s'improviser vendeurs de fournitures militaires. Et il y avait un trafic dans ces histoires-là. Vous vendiez 60 000 chaussures et on vous en payait 100 000. Voilà. Brissot, donc Girondin, 29 décembre. La guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Ce sont des phrases importantes, toujours dites et lues à la tribune. C'est indispensable à la tranquillité intérieure parce qu'on voit bien que ces gens qu'on n'arrive pas à nourrir vont nous sauter dessus. Maintenant qu'on leur a mis des idées dans la tête où ils ont des droits et des libertés, ils vont nous sauter dessus. Alors quoi de mieux que de les envoyer tranquillement se battre à la frontière autrichienne et belge? Prussienne. Autrichienne, non? Prussienne. Ça nous permettrait d'envoyer tous ces jeunes là-bas au front, des conscrits. Ce sera quand même mieux qu'à se battre dans les rues. Les points. Et puis évidemment, si on peut ramener un peu d'argent au passage, piller un peu plus de territoire, on en sera tout heureux. Le roi, lui, qu'est-ce qu'il veut, le roi? Ben, le roi, il veut la guerre aussi, parce que finalement, c'est encore davantage le désordre. Et il ne faut surtout pas oublier que Louis XVI est loin d'être le gros bonnet qu'on a tendance à vouloir faire de lui. C'est un homme au contraire très cultivé, très instruit, qui a un goût des sciences et des techniques et qui connaît très bien ce qu'est l'état de l'armée française. Vous savez, à un moment donné, Louis XVI est parti du château de Versailles, c'est le 6 octobre 1789, et les femmes de Paris qui avaient faim, nous dit-on, sont allées chercher le boulanger, la boulangère et le petit. Et vous savez ce qui s'est passé. Effectivement, on va le recevoir, on va leur dire qu'on va leur donner du pain, et dans la nuit, des femmes, qui sont peut-être aussi déguisées en hommes, vont réussir à s'introduire à l'intérieur du château, et Lafayette est parti se reposer au lieu, lui qui est maintenant le chef de la garde nationale. La garde nationale, au départ, c'était la garde bourgeoise, pour venir aussi au bien, aux bons intitulés. La garde bourgeoise, d'ailleurs, pour entrer dans cette garde nationale, dans cette garde bourgeoise, il fallait payer l'impôt. Comme ça, on était sûr d'avoir affaire à des gens qui avaient de l'argent et pas à la plèbe. Donc c'était effectivement la garde nationale, quelque chose de sûr pour protéger la Révolution. On aurait pu l'appeler aussi la garde de la Révolution.